Un aéroport est un lieu de jugement. Un aéroport est un lieu de jugement. Nous jugeons la personne qui coupe la file, la famille avec le bébé qui crie, et le passager qui se dispute pour un bagage cabine. Mais que se passe-t-il lorsque ce jugement n'est pas seulement de l'impatience, mais du préjugé? Que se passe-t-il lorsqu'une femme, couverte de diamants, regarde une jeune fille de 17 ans en sweat à capuche et décide qu'elle n'a pas sa place? Voici l'histoire d'une cabine première classe qui est devenue une salle d'audience et d'une passagère raciste qui a prononcé son propre verdict. Sans réaliser que le juge, le jury et la propriétaire de tout le tribunal étaient assis au siège 1A. Le salon première classe à Charles de Gaulle était une oasis de beige et de tintement discret. Amara Dubois, 17 ans et profondément fatiguée, se sentait déplacée, mais pas pour les raisons que la plupart des gens auraient supposées. Ce n'était pas l'opulence. Sa maison à Paris dans le 16e arrondissement avait des pièces qui faisaient ressembler cet endroit à un hall de motel. C'était le silence. Elle préférait l'énergie chaotique du terminal principal, le bourdonnement d'un millier d'histoires différentes qui convergent. Ici, tout le monde semblait jouer activement une pantomime d'importance. Elle portait ce qu'elle portait toujours pour les longs vols d'un jogging noir. Des baskets usées et un sweat à capuche bleu marine de Sciences Po. Ses cheveux étaient tirés en une tresse simple et élégante. Dans ses oreilles, des écouteurs haut de gamme diffusaient déjà un rythme lofi. Elle voyageait seule vers Marseille pour retrouver son père avant qu'il ne s'envole pour Tokyo. Voyager en classe commerciale était son choix. Elle avait insisté. « J'ai besoin de comprendre le monde dont je suis censée faire partie un jour », lui avait-elle dit. Pas seulement le monde que tu as construit. Son père, un homme qui mesurait le monde en actifs et acquisitions, avait accepté à contre-cœur. Un seul point était non négociable. « Et monsieur, Leroux te retrouvera à la porte au Bourget. »« Le Bourget, c'est pour les jets privés, papa. Je vole vers Marignane, » avait-elle répondu. « Les plans changent. »« Le Bourget. Leroux sera là. Je m'occupe de la logistique. » Elle soupira en se souvenant du message. Son père gérait la logistique comme un ouragan gérait un littoral. Cela signifiait une flotte de voitures noires et d'hommes en costume. Elle voulait juste prendre un taxi. Embarquement immédiat du vol 212 vers Marseille, première classe. Amara saisit son sac à dos en cuir usé et rejoignit la courte file. L'agent d'embarquement lui sourit, scanna sa carte et dit « Bon vol, mademoiselle Dubois ». Elle marcha dans la passerelle, l'odeur d'air filtré et de désinfectant discret l'accueillant. Elle trouva un siège spacieux tout à l'avant. Elle s'installa, glissant son sac sous l'ottoman et se blottissant près du hublot. Elle s'était endormie avant même que le dernier passager de classe économique n'embarque. Développementelle fut réveillée par une voix parfumée et tranchante. « Excusez-moi. Excusez-moi. » Amara cligna des yeux, retirant un écouteur. Une femme se tenait dans l'allée, la regardant avec un dégoût si profond qu'il en était presque comique. La femme avait la fin de la cinquantaine, un casque de cheveux blonds, un blazer blanc impeccable et un visage qui semblait n'avoir jamais connu un glucide. Ses poignets cliquetaient d'or. « Vous êtes dans mon siège », claqua la femme. Amara se redressa, confuse. « Je suis désolée. Mon siège. Un A. Vous y êtes. Mon mari et moi sommes en un A et un byte. » Amara jeta un coup d'œil à sa carte d'embarquement sur la console. « Non, c'est bien un A. Je pense que vous êtes peut-être Isabelle, pour l'amour du ciel, » dit un homme fatigué, probablement le mari, derrière elle. « Nous sommes en un C et un D. Laisse cette jeune fille tranquille. Isabelle. » Le nom lui convenait. Elle lança à son mari un regard qui aurait pu cailler du lait avant de se retourner vers Amara. Ses yeux firent un lent parcours insultant des baskets d'Amara à son sweat. « Bon. Très bien, » dit Isabelle comme si Amara l'avait personnellement offensée. Elle commença à essayer agressivement de fourrer un bagage à main de créateur surdimensionné dans le compartiment supérieur. « Madame. Je peux vous aider, » dit Marc, un steward à l'air gentil. Se précipitant. « C'est bon, » claqua Isabelle en le poussant dedans. Elle se retourna et regarda son mari. Philippe, qui s'installait déjà en 1D. Elle regarda ensuite le 1C. Le siège à côté de lui, puis Amara en 1A. Un regard froid et calculateur entra dans ses yeux. « En fait. »« Non, » dit Isabelle, sa voix montant. « C'est inacceptable. » Marc, le steward, s'arrêta, son sourire se crispant. « Y a-t-il un problème, madame ?»« Oui, il y a un problème. » Isabelle pointa un doigt lourd d'un diamant directement sur Amara. « Je suis membre platine Flying Blue. J'ai payé plus de 3 500 € pour ces sièges. Je n'ai pas payé cette somme pour être séparée de mon mari par quelqu'un qui manifestement n'a pas sa place ici. » L'implication restait suspendue dans l'air, épaisse et toxique. Amara sentit une bouffée de colère. « Nous y voilà. »« Madame, » dit Marc, sa voix prenant un ton professionnel et ferme. « Mademoiselle Dubois est une passagère première classe avec un billet en règle pour le siège 1A. Vous avez un billet pour le 1C, si vous le souhaitez. Je peux voir si le passager en un byte serait prêt à échanger avec votre mari. Je ne veux pas échanger avec un byte. »
La voix d'Isabelle était maintenant un cri contrôlé. Je veux qu'elle bouge. Elle ne peut pas avoir payé ce siège. Elle est probablement sur un billet employé ou un bon de diversité. Mettez-la à l'arrière. Je veux mon mari à côté de moi et je veux ce siège hublot. Amara parla enfin. Sa voix était calme, mais elle trancha l'arrogance d'Isabelle. Je ne bouge pas. C'est mon siège. Je ne suis pas sur un bon. Je l'ai payé. Vous. Isabelle laissa échapper un rire qui était plus un aboiement. Oh, ma chère, ne mentez pas. C'est inconvenant. Qu'avez-vous fait? Utilisez les miles de votre petite amie. Vous vous êtes faufilé depuis la classe économique. Isabelle, mon Dieu, marmonna Philippe, le visage enfoui dans une copie du Figaro. Assieds-toi. Tu fais une scène. Je ne fais pas de scène. J'exige le service pour lequel j'ai payé. Isabelle se retourna vers Marc. Steward, je suis une personne très influente. Je connais le PDG de cette compagnie. J'exige que vous déplaciez cette adolescente en classe économique où est sa place et que vous me donniez son siège. La cabine était maintenant silencieuse. Tout le monde regardait. Le visage de Marc était pâle. Il était coincé. Madame, je ne peux pas. Je ne déplacerai pas une passagère avec billet de son siège acheté. C'est contraire aux règlements fédéraux et à la politique de la compagnie. Veuillez prendre votre siège. Nous nous préparons au départ. Isabelle le fixa, ses yeux se rétrécissant en fente. Elle regarda Amara, qui avait défiamment remis son écouteur et regardé par le hublot. Le rejet de son autorité, la pure insolence, était plus qu'elle ne pouvait supporter. Très bien, siffla-t-elle en tirant le bras de son mari. Philippe, bouge. Je prends l'allée. Je ne vais pas m'asseoir à côté de la cloison. Je vais déposer une plainte formelle contre tout cet équipage et contre elle. Elle se laissa tomber violemment dans le siège incé, boucla agressivement sa ceinture et sortit son téléphone, alors que l'avion commençait à reculer. Elle tapait déjà un email furieux, les mots dégoûtants, non professionnels et racailles clignotant sur son écran. Amara ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Ce serait un très, très long vol. La suite du développement continue avec les turbulences. La confrontation croissante, le détournement vers Grenoble, la révélation de l'identité d'Amara et la chute d'Isabelle. L'ascension fut douce, mais l'atmosphère dans la cabine avant était pressurisée bien avant qu'ils atteignent l'altitude de croisière. Isabelle Beaumont était un vortex d'énergie négative. Elle s'était plainte que le champagne de pré-départ était tiède, que la lampe de lecture de son mari empiétait sur son espace, et que la cabine sentait vaguement la restauration rapide. Chaque plainte était adressée à Marc avec le sous-texte clair et tacite qu'Amara était la source de tout cela. Amara, pour sa part, s'était retirée dans son propre monde. Elle était une voyageuse aguerrie et connaissait la règle cardinale pour gérer les gens comme Isabelle, ne pas s'engager. L'engagement était de l'oxygène. Il ne faisait qu'alimenter leur feu. Elle sortit un épais manuel de théorie macroéconomique, un sujet que son père insistait pour qu'elle maîtrise, et essaya de se concentrer. Tu peux croire ça? Le murmure théâtral d'Isabelle était aussi fort qu'une voix normale. Elle parlait à Philippe qui essayait désespérément de disparaître dans son journal. Isabelle, s'il te plaît. C'est un vol de 2 heures. Regarde juste un film. Je ne veux pas regarder de film, Philippe. Je veux comprendre comment les standards de cette compagnie sont tombés si bas. Ils laissent n'importe qui en première classe maintenant. Regarde-la, lisant un livre comme si elle était intelligente. C'est juste pour la galerie. Elle l'a probablement juste pris de la pochette du siège. Je parie qu'elle attend de voler les couvertures. La mâchoire d'Amara se crispa. Elle plaça méticuleusement un marque-page dans son chapitre et se tourna vers la femme. Madame, je m'appelle Amara. J'essaie de lire. Vous êtes perturbatrice. Pourriez-vous s'il vous plaît baisser la voix? L'audace de la demande laissa Isabelle momentanément sans voix. Elle bégaya, son visage devenant rouge marbré. Comment osez-vous? Comment osez-vous me parler? Je suis une cliente payante. Vous êtes une invitée. Une invitée très très malvenue. Je suis également une cliente payante, dit Amara, sa voix stable et basse, et votre voix porte dans toute la cabine. Vous vous embarrassez. Avant qu'Isabelle ne puisse exploser, Marc arriva, poussant le chariot de boisson. Madame Beaumont, puis-je vous offrir une boisson? Un bon chardonnay, peut-être. Je veux une vodka double avec des glaçons, et je veux son nom, dit-elle en désignant Marc. Je l'ajoute à ma plainte. Il me permet d'être harcelée par cet enfant. Mon nom est Marc, madame. Et j'essaie simplement d'assurer un vol agréable pour tous les passagers, dit-il en jetant un regard appuyé à Amara. Et pour vous, mademoiselle Dubois? Une boisson? Juste un soda au gingembre, s'il vous plaît. Et un sachet de bretzel supplémentaire, si vous en avez. Merci, Marc. L'échange simple et poli, l'utilisation de son prénom, le s'il vous plaît et le merci semblaient enrager Isabelle encore plus. C'était une démonstration de classe qui n'avait rien à voir avec l'argent. C'était la décence.
Tu vois, elle fait de la lèche au personnel, marmonna Isabelle à Philippe assez fort pour que les 3 premières rangées l'entendent. C'est comme ça qu'ils font, probablement en espérant qu'il lui glissera des bouteilles gratuites. Philippe finit par craquer. Isabelle, ça suffit, siffla-t-il. Tu agis comme une folle. Tu vas nous faire arrêter. Tu as la réunion était hors dans 6 heures. Tu veux arriver à une négociation d'1 milliard d'euros en ayant l'air de ça, enragé et ivre. La mention de la réunion sembla faire mouche. Isabelle se dégonfla légèrement, mais sa colère se réinstalla en un ressentiment venimeux et mijotant. Elle prit sa vodka double de marque et en descendit un quart d'un coup. Cette affaire était hors et tout, Philippe. C'est la seule chose qui nous maintient à flot après tes investissements technologiques idiots. Si je ne conclus pas ça, si je n'obtiens pas que David Ledru et son acheteur mystère signent, nous sommes ruinés. Nous serons comme eux. Ses yeux glissèrent vers Amara. Amara entendit tout. Et Théor. Le nom était familier. Elle avait entendu son père le mentionner lors d'un appel. L'acquisition et Théor s'avère compliquée, avait-il dit. Leur conseil est têtu. Amara regarda Isabelle avec une nouvelle lueur de compréhension. Ce n'était pas seulement de l'arrogance. C'était du désespoir. La femme était terrifiée. Sa cruauté était un bouclier pour sa peur. Ça ne l'excusait pas, pensa Amara, mais ça l'expliquait. Le service de repas vint et passa. Isabelle se plaignit que son boeuf était plus dur qu'une semelle de chaussures. Amara mangea ses pâtes, regarda un film et ignora méticuleusement la femme en un C. Puis, environ 1 heure et demie après le décollage, l'avion entra dans une zone de turbulence sévère. L'appareil chuta soudainement, et un halètement collectif remplit la cabine. Les boissons s'entrechoquèrent et le signal attaché vos ceintures s'alluma agressivement. Isabelle, qui en était à sa 3e vodka, laissa échapper un cri terrifié. On s'écrase. Oh mon Dieu, on s'écrase. Elle ne portait pas sa ceinture. La chute l'avait partiellement éjectée de son siège. Alors que l'avion tremblait, elle perdit complètement l'équilibre et tomba dans l'allée, atterrissant en tas de blazers blancs et de membres étalés. Aide-moi. Philippe, aide-moi. Hurla-t-elle, paniquée. Philippe tâtonnait avec sa propre ceinture. Marc était attaché dans son siège d'escale. Amara déboucla sa ceinture d'un mouvement fluide. Elle se leva, se stabilisant contre la cloison. Alors que l'avion secouait, elle tendit une main à Isabelle. Tenez, dit Amara. Levez-vous. Vous devez retourner à votre siège et mettre votre ceinture. Isabelle fixa la main tendue une jeune main noire avec une confusion totale. Sa panique et ses préjugés se battaient dans son cerveau. Mais la peur gagna. Elle saisit la main d'Amara. Amara, qui était plus forte qu'elle n'en avait l'air grâce à des années d'aviron, hissa facilement la femme sur ses pieds et l'aida à la repousser dans le siège incé. Bouclez votre ceinture, ordonna Amara. Sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Isabelle, le visage blanc et tremblant, tâtonna avec la boucle. Amara se pencha, la cliqua pour elle et la serra fort. Restez là, ordonna Amara avant de se glisser dans un nain et de se boucler juste au moment où l'avion subissait une autre escousse violente. La cabine était silencieuse, à l'exception des gémissements d'Isabelle. Amara venait de la sauver d'une blessure grave. Elle ne lui avait montré que maîtrise et, finalement, gentillesse. Pendant les 10 minutes suivantes, alors que l'avion cahotait et tanguait, Isabelle Beaumont ne dit rien. Elle fixa simplement, tremblante, le dossier du siège devant elle. Le vol avait pris un tournant. Et la dynamique de pouvoir dans la rangée en avait irrévocablement et très confusément pour Isabelle basculé. Les turbulences se calmèrent, laissant un silence tendu et vibrant dans leur sillage. Marc, le steward, parcourut l'allée, vérifiant les passagers avec un sourire tendu. « Tout le monde va bien ici ?» Isabelle hocha simplement la tête, le visage pâle. Elle ne regarderait pas Amara, qui avait déjà rouvert son manuel. L'humiliation d'avoir été secourue par la personne même qu'elle avait tenté d'éjecter était un nouveau goût amer dans sa bouche. Elle lui était redevable, et elle détestait ça. C'était une dette qu'elle n'avait aucune intention de reconnaître, encore moins de rembourser. Une demi-heure plus tard, alors que la côte méditerranéenne glissait loin en dessous, la voix du capitaine crépita dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Mercier depuis le poste de pilotage. Il nous reste environ 40 minutes de vol. Cependant, nous venons de recevoir une directive du contrôle aérien. C'est un peu inhabituel, alors veuillez nous excuser. » Une énergie nerveuse remplit la cabine. Inhabituel n'était pas un mot que les passagers aimaient entendre d'un pilote. Il semble qu'il y ait un mouvement au sol à haute priorité inattendu à notre aéroport de destination, le Bourget. La DGAC a fermé l'espace aérien pour toutes les arrivées commerciales pour une période indéfinie. Je n'ai jamais rien vu de tel avec un si court préavis, mais ça vient d'en haut. Isabelle se redressa d'un coup. Le Bourget, qu'a-t-il dit? Philippe, je t'ai dit. J'ai changé les billets ce matin. Notre chauffeur attend au Bourget. C'est à 20 minutes du siège des Théor.
Marignane, c'est plus d'1 heure. En conséquence, continua le capitaine, nous sommes redirigés. Nous atterrirons à l'aéroport de Grenoble-Isère. Nous nous excusons pour ce désagrément majeur. Nous savons que beaucoup d'entre vous ont des correspondances et des réunions, mais cette décision est, eh bien, elle est complètement hors de notre contrôle. Nous vous poserons en toute sécurité dans environ 35 minutes. Personnel de cabine, veuillez vous préparer pour l'arrivée à Grenoble. La cabine explosa. Grenoble? Où est-ce? J'ai un vol pour Londres. Mais personne ne fut plus bruyant qu'Isabelle Beaumont. Non, hurla-t-elle. Ce n'était pas un mot de protestation. C'était un hurlement de désespoir existentiel. Non, non, non. Il ne peut pas. Nous ne pouvons pas aller à Grenoble. Elle déboucla sa ceinture et se leva alors que le signal attachez vos ceintures se rallumait. Madame, veuillez vous asseoir, dit Marc en se précipitant. Je ne vais pas m'asseoir, cria-t-elle, le visage contorsionné. Elle marcha vers la porte du cockpit. Vous dites à ce pilote de faire demi-tour. Il doit aller au Bourget. J'ai une affaire d'1 milliard d'euros. Je dois y être. Madame, vous ne pouvez pas approcher le cockpit, dit Marc en la bloquant physiquement. C'est une infraction fédérale. Asseyez-vous maintenant. Je suis Isabelle Beaumont. Je ne suis pas de là. De la racaille. Ma réunion est avec David Ledru. Vous savez qui c'est? Vous savez qui sont ses partenaires? Philippe essayait maintenant de la tirer en arrière. Isabelle, arrête. Tu perds la tête. C'est un ordre de la DGAC. Je me fiche de la DGAC. Hurla-t-elle. C'est ma vie. C'est ruiné. Tout ça à cause de quoi, qu'a-t-il appelé ça? Un mouvement au sol à haute priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle sanglotait ouvertement maintenant. Une crise complète dans l'allée. Dame passager la filmait ouvertement. Amara regardait la scène avec une étrange clarté froide. Le Bourget. Mouvement au sol à haute priorité. Le message de son père résonnait dans sa tête. Les plans changent. Le Bourget. Le roux sera là. Je m'occupe de la logistique. Son père n'utilisait pas le Bourget. Il possédait l'un des plus grands hangars privés là-bas. S'occuper de la logistique, réalisa-t-elle, ne signifiait pas une voiture. Cela signifiait qu'il volait pour la rencontrer. Et quand Henri Dubois, fondateur et PDG de Dubois Holding, volait, le monde se déplaçait pour lui. Il n'était pas un homme qui attendait dans une file. Si son avion et l'avion d'Amara devaient atterrir en même temps, il ferait, sans une seconde pensée, fermer l'espace aérien. Il était le mouvement au sol à haute priorité. Oh, papa, pensa-t-elle en fermant les yeux. Tu ne l'as pas fait. Il l'avait fait. Il avait par inadvertance détourné un avion commercial plein de centaines de personnes juste pour rendre sa correspondance plus pratique. Une vague de profond embarras la submergea. Mais ensuite, elle regarda Isabelle, qui était maintenant à moitié portée, à moitié traînée vers son siège par Philippe. C'est un complot, hurlait Isabelle. C'est du sabotage. Quelqu'un a fait ça pour m'empêcher d'arriver à la réunion. Ses yeux sauvages, paranoïaques balayèrent la cabine et se posèrent avec une précision laser sur Amara. Amara était simplement assise là, calme, regardant. Pour Isabelle, dans son état de rage paranoïaque, ce silence était un aveu de culpabilité. Cette fille, qui avait été une épine dans son côté depuis l'embarquement, était connectée d'une manière ou d'une autre. Vous, murmura Isabelle, sa voix tremblante. Vous avez fait ça. Philippe leva les yeux au ciel. Isabelle, c'est une enfant. Ne sois pas ridicule. Non, dit Isabelle en pointant un doigt tremblant. Elle savait. Elle souriait tout le temps. Elle est probablement une de leurs espionnes, la rivale des Théor. Ils l'ont envoyée pour me surveiller, pour m'arrêter. C'est de votre faute. L'accusation était si folle, si complètement déséquilibrée que la cabine retomba dans le silence. Amara la regarda. Elle ne nia pas. Elle ne dit pas un mot. Elle tint simplement le regard d'Isabelle avec une expression froide et illisible. Pour Isabelle, c'était une confirmation. Cette fille, cet enfant en sweat à capuche, n'était pas juste une passagère quelconque. Elle était l'architecte de sa ruine. L'avion commença sa descente finale vers Grenoble, virant bas au-dessus des montagnes verdoyantes. Isabelle Beaumont était assise rigidement dans son siège, ses mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Elle respirait par courts halètements. Elle venait de perdre une affaire d'1 milliard d'euros. Et elle fixait la personne qu'elle était convaincue la lui avait prise. Conclusionnaire atterrissage à l'aéroport de Grenoble-Isère fut un contraste saisissant avec un hub majeur. L'aéroport était petit, niché dans une mer de feuillage alpin. Il n'y avait pas de terminaux tentaculaires, pas de fil de jets. Alors qu'ils roulaient, ils passèrent une rangée de jets privés élégants et coûteux garés près de hangars rutilants. La voix du capitaine revint une dernière fois, sonnant épuisé. « Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas à une porte. L'équipe au sol ici ne nous attendait pas exactement. Nous allons débarquer par escalier sur le tarmac.
Un bus vous emmènera au terminal principal où notre personnel au sol essaiera de trouver vos options de rebooking. Nous savons que c'est un désastre et du fond du cœur, je suis vraiment désolée. Un bus? Un bus? Isabelle cracha le mot comme si c'était du poison. C'est un cauchemar. Son téléphone vibrait sans arrêt depuis qu'ils étaient descendus sous 3000 mètres. Elle n'avait répondu à aucun appel. Elle fixait juste l'écran qui s'illuminait de nom. David était hors PDG. Philippe ne pas ignoré. L'avion s'immobilisa. Le signal des ceintures s'éteignit avec un ping. Instantanément, la cabine devint chaotique. Tout le monde, quelle que soit la classe, se levait, tirant des sacs et se poussant dans l'allée. Isabelle, animée par une énergie désespérée et frénétique, se fraya un chemin en poussant Philippe et Marc. « Écartez-vous, écartez-vous » grogna-t-elle en bousculant un homme d'affaires. Elle fut la première à la porte, que Marc avait du mal à ouvrir. Quand elle se déverrouilla enfin, laissant entrer une rafale d'air frais et humide et l'odeur de kérosène, Isabelle faillit tomber dans l'escalier. Elle atterrit sur le tarmac, ses bottines à talons claquants, et regarda autour d'elle frénétiquement. « Où est le bus? Où est-il? Il faut que j'aille à Lyon !» cria-t-elle à un membre de l'équipe au sol en gilet jaune. « Madame. » « Il arrive, » dit l'homme en lui faisant signe de s'éloigner de l'avion. Les passagers commencèrent à affluer sur le tarmac. Un groupe confus et en colère de gens clignant des yeux dans la lumière de l'après-midi. Amara fut l'une des dernières à débarquer. Elle descendit les marches calmement, son sac à dos sur une épaule, ses écouteurs aux oreilles, bien qu'aucune musique ne jouait. Elle écoutait. Elle se tint à l'écart de la foule près de l'aile de l'avion et sortit son téléphone. Elle avait un message de papa atterri à GNB. L'espace aérien était un désordre. « Où es-tu? Leroux est sur le tarmac. GNB, le code de l'aéroport pour Grenoble. » Amara soupira. Bien sûr, son père n'était pas au Bourget. Le Bourget était le problème. Il avait été redirigé ici aussi. Et dans le vrai style d'Henri Dubois, il n'avait pas juste été redirigé. Il avait pris le contrôle. Le mouvement au sol à haute priorité n'était pas au Bourget. C'était le résultat du jet de son père détourné du Bourget vers Grenoble. Et la DGAC avait dégagé un chemin pour lui, poussant leur vol commercial hors du chemin. Comme invoqué. Un véhicule se détacha de la ligne de camions utilitaires de l'aéroport. Ce n'était pas un bus. C'était un Range Rover noir rutilant, vitres teintées à l'opacité. Il roulait avec une autorité silencieuse sur le tarmac actif directement vers leur avion. La foule de passagers murmura, confuse et en colère. « Qui est ce? Pourquoi eux ont une voiture ?» Isabelle, qui criait dans son téléphone à son chauffeur « Je me fiche que vous soyez au Bourget. Venez à Grenoble maintenant », s'arrêta en pleine tirade. Elle regarda le Range Rover. C'était le genre de service auquel elle était habituée. C'était le genre de service qu'elle méritait. Le Range Rover s'arrêta à environ 6 mètres d'Amara. La portière conducteur s'ouvrit et un homme en costume noir impeccablement taillé en sortit. Il était grand, large d'épaules et portait une oreillette discrète. C'était monsieur Leroux, le chef de la sécurité de son père depuis une décennie. Il balaya la foule du regard, ses yeux passant sur l'Isabelle débraillée et furieuse sans un soupçon d'intérêt. Il repéra Amara. Un petit sourire rare toucha ses lèvres. Il marcha directement vers elle, ignorant les autres passagers. « Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix un baryton bas et poli. » Il prit son sac à dos de son épaule. « Un vol un peu difficile, j'ai entendu dire. »« On peut dire ça, Leroux, » répondit Amara, se permettant enfin un petit sourire fatigué. « Papa a fait un sacré désordre, n'est-ce pas? Il a une façon singulière de prioriser, mademoiselle, dit Leroux diplomatiquement. Votre père vous attend dans l'appareil. Nous décollons pour Paris dès que vous serez à bord. Paris? Je pensais qu'on se retrouvait à Lyon. Les plans ont changé, mademoiselle Amara. La réunion était a été avancée. Il l'a conclue il y a 1 heure, ici même au FBO. Il a décidé de célébrer à la maison. Amara traita l'information. Il a conclu ici. Oui, mademoiselle. Leroux fit un geste vers le Range Rover. Si vous voulez bien me suivre. Isabelle Beaumont avait regardé tout cet échange. Son téléphone lui avait glissé de la main, claquant sur le tarmac. Son visage était un masque de choc pur et total. Mademoiselle Dubois, votre père vous attend dans l'appareil. La réunion était hors. Il l'a conclu. C'était une litanie d'impossibilités. Ça ne pouvait pas être. Cette fille dans son sweat à capuche. Alors que Leroux tenait la porte du Range Rover ouverte pour Amara, Amara fit une pause. Elle se retourna et regarda à travers le tarmac vers Isabelle. Leurs yeux se rencontrèrent. Amara ne sourit pas. Elle ne ricana pas. Elle la regarda simplement. C'était un regard de reconnaissance calme et dévastatrice. Oui, c'est moi. Puis elle fit autre chose. Elle regarda le téléphone d'Isabelle par terre. Puis la femme. Vous avez fait tomber ça, dit-elle. Sa voix portant clairement à travers le tarmac.
Puis elle monta dans le Range Rover. La porte se ferma avec un bruit lourd et coûteux. Isabelle était figée. Elle fixait la voiture qui s'éloignait, mais son cerveau était fixé sur un nouvel objet horrifiant. Le Range Rover ne se dirigeait pas vers le terminal. Il se dirigeait vers les hangars privés. Il se dirigeait vers l'avion le plus magnifique du terrain. Un Gulfstream G700 tout neuf et rutilandoir, un jet de 75 millions d'euros. Ses moteurs déjà en train de gémir. Prêt pour le départ. Sur la queue, peint dans une écriture simple, élégante et absolument terrifiante, se trouvait le logo de l'entreprise. Il disait Dubois Holding. Isabelle laissa échapper un petit son étranglé. La réunion vers laquelle elle volait. L'acheteur mystère que Philippe avait mentionné. L'homme qui tenait son entreprise et l'avenir entier de sa famille entre ses mains. C'était son père. Le bus pour le terminal arriva finalement, ses freins sifflants. Philippe attrapa le bras d'Isabelle. Isabelle, le bus. Prends ton téléphone. On y va. Mais Isabelle ne pouvait pas bouger. Elle fixait juste le Gulfstream alors que les feux de freinage du Range Rover disparaissaient derrière. Elle venait de passer 2 heures à terroriser la fille de l'homme le plus puissant de son industrie. L'homme à qui elle avait publiquement, catastrophiquement et irrévocablement échoué. Le trajet en bus vers le terminal de Grenoble fut un flou d'humiliation pour Isabelle. Les autres passagers de première classe, ceux qui avaient été témoins de son effondrement, de sa tirade raciste et de ses gémissements terrifiés, l'ignoraient tous studieusement. Ils étaient aussitôt en train d'envoyer des SMS. Elle pouvait sentir l'histoire être écrite en temps réel. Vous ne croirez pas ce que cette femme a fait. Son mari, Philippe, était silencieux. Son visage un masque sinistre et de pierre. Il savait. Au moment où il vit la queue du Gulfstream, il sut. Il ne regardait pas sa femme. Il regardait impassif. Philippe, murmura Isabelle, sa voix tremblante. Philippe, je ne savais pas. Je ne savais pas. Comment pouvais-je savoir? Tais-toi, Isabelle, dit-il, sa voix plate et morte. Tais-toi. Tu en as assez fait. Le terminal était un petit bâtiment à plafond bas. Maintenant submergé par les passagers en colère et désorientés du vol 212. Un seul agent de porte débordé essayait de gérer la file de rebooking, qui serpentait déjà jusqu'à l'entrée. Le téléphone d'Isabelle, que Philippe avait récupéré du tarmac, commença à sonner à nouveau. L'écran clignotait PDG. Elle le regarda, sa main tremblant. Réponds, ordonna Philippe. Elle glissa son doigt sur l'écran. Allô, Jean-Marc. Isabelle. La voix à l'autre bout n'était pas la voix calme et posée de Jean-Marc. C'était un rugissement. Où es-tu? Jean-Marc, le vol. Il a été dérouté. Grenoble. Je peux être à Lyon, on ne te donne pas cette peine. Jean-Marc aboya. C'est fini. Quoi? Qu'est-ce qui est fini? On peut reprogrammeur. Je peux m'excuser. Non, tu ne peux pas, Isabelle. L'affaire est morte. Henri Dubois l'a conclu il y a 1 heure avec l'équipe d'Étéor ici même à Grenoble pendant que tu étais dans les airs. Mais c'était notre acheteur. C'était le partenaire qu'on amenait, pleura Isabelle, sa voix se brisant. Oui, c'était notre partenaire. Au passé. Il y a 10 minutes, Dubois Holding a retiré tout financement de notre firme. Tout. Nos lignes de crédit, nos co-entreprises, tout. Il invoque la clause de moralité dans notre contrat. Là. La clause de moralité? Isabelle s'effondra sur une chaise en plastique dur d'aéroport. Oui, Isabelle, la clause ne soit pas une raciste virale. J'ai déjà 3 vidéos dans ma boîte mail. Dame passager. Dame steward. De toi hurlant sur une jeune fille de 17 ans. De toi exigeant qu'elle soit déplacée en classe économique. De toi l'appelant. Qu'est-ce que c'était? Racaille. Jean-Marc, non. C'était un malentendu quand tu l'as accusé de sabotage. C'était un malentendu quand tu as essayé de la faire arrêter à la porte. Oh, attends. Cette partie n'est pas encore arrivée, mais je suis sûre que c'était sur ta liste. Tu sais qui est cette fille, Isabelle? Je viens de découvrir. C'est la Mara Dubois. La fille unique d'Henri. L'héritière de son empire de 37 milliards d'euros. L'empire que tu viens d'incendier. Il ne retire pas juste l'affaire Étéor, Isabelle. Il nous détruit. Il appelle nos créanciers. Il appelle le conseil. Tu es virée, Isabelle. Tu es virée. Tes cartes d'entreprise sont annulées. Ton accès est révoqué. Ne viens pas au bureau. La sécurité enverra tes affaires. C'est fini. Tu es fini. La ligne devint morte. Isabelle resta figée. Le téléphone toujours collé à son oreille. Le bruit ambiant du terminal s'estompa en un rugissement sourd. Viré. Fini. Philippe, qui avait entendu chaque mot, se leva lentement. Il regarda sa femme. Il n'y avait aucune sympathie dans ses yeux, seulement un calcul froid et dur. Tu nous as ruinés, dit-il, sa voix à peine un murmure. Mes investissements. Ils étaient soutenus par tes stock options, ta position, tout.
Tout est parti. Philippe. Philippe, on peut arranger ça, supplia-t-elle en attrapant sa main. Il retira sa main comme si elle était malade. Non, on ne peut pas, Isabelle. Tu as fait ça. J'étais assis là et je t'ai laissé le faire. Je suis tout autant un imbécile. Il prit son propre bagage à main. Je vais trouver un taxi. Je vais au club. Ne m'appelle pas. Il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Il ne se retourna pas. Isabelle Beaumont fut laissée seule au milieu d'un terminal d'aéroport chaotique à des centaines de kilomètres de chez elle. Elle n'avait plus de travail. Son mari venait de la quitter. Ses cartes de crédit étaient sur le point d'être refusées. Les vidéos d'elle se propageaient déjà comme une traînée de poudre, un monument numérique à sa propre autodestruction. Elle baissa les yeux sur ses mains, sur l'énorme bague en diamant et les bracelets en or. Ils semblaient soudain bon marché, comme des accessoires d'une vie qu'elle n'était plus autorisée à vivre. Elle avait quitté Paris ce matin comme une reine. Un titan de l'industrie, une femme qui exigeait et recevait le meilleur. Elle n'était maintenant rien. Une paria, bloquée à Grenoble sans personne à appeler et nulle part où aller. La réalité dure et froide de son karma ne faisait que commencer. L'intérieur du Gulf Stream. G700 était l'antithèse du terminal chaotique. C'était un monde de cuir crème moelleux, de noyer poli et de silence profond et lourd. L'air sentait légèrement le café et le bois de santal. Amara se laissa tomber dans l'un des larges fauteuils capitaine. Il est déjà dans la salle de conférence? Demanda-t-elle à Leroux alors qu'il plaçait son sac à dos dans un placard discret. Il est en appel, mais il sortira dans un moment, répondit Leroux. Puis-je vous apporter quelque chose? Nous avons les pâtes que vous aimez de chez Paul. Juste de l'eau, c'est bien, Leroux. Merci. Elle se boucla et regarda par la grande fenêtre ovale. Elle avait une vue parfaite sur le tarmac qu'elle venait de quitter. Elle pouvait voir la masse agglutinée de passagers du vol 212 ressemblant à des fourmis confuses en train d'être chargées dans le bus bondé. Elle pouvait voir les lumières clignotantes des véhicules utilitaires de l'aéroport. Et elle pouvait voir deux petites silhouettes de boussole près de la porte du terminal. Même de cette distance. Elle reconnut le blazer blanc d'Isabelle et la posture affaissée de Philippe. Elle regarda Philippe se retourner et s'éloigner, laissant Isabelle debout, complètement, totalement seule. Un moment plus tard, une porte à l'avant de la cabine glissa. Henri Dubois émergea, retirant une oreillette sans fil. C'était un homme grand, impeccablement habillé dans un costume gris, ses cheveux coupés courts et nets. Il commandait chaque pièce dans laquelle il entrait, y compris celle-ci. Mais quand il vit sa fille, son visage sévère se brisa en un large sourire sincère. La voilà, tonna-t-il en s'avançant et en l'enveloppant dans une étreinte. Je suis désolé pour le désordre, ma chérie. Je devais amener le Conseil des théors sur un site neutre et Grenoble était le lieu. Quand j'ai vu que ton vol atterrissait au Bourget en même temps, j'ai peut-être fait réorganiser le trafic aérien. Tu as détourné un avion commercial. Papa, dit Amara, sa voix étouffée dans sa veste de costume. J'ai assuré l'arrivée sûre et rapide de ma fille, corrigea-t-il en se reculant pour la regarder. Bien que ça n'ait été ni l'un ni l'autre, semble-t-il. Leroux m'a dit qu'il y a eu un incident. Une femme. Amara soupira en se retirant et en se rasseyant dans son fauteuil. Il y avait une femme. Isabelle Beaumont. Elle n'était pas agréable. Le sourire d'Henri disparut. Ses yeux devinrent froids, comme il le faisait quand une affaire tournait mal. Beaumont. Isabelle Beaumont. Elle était sur ton vol. Dans ma rangée, dit Amara. Enmincée. Elle ne pensait pas que j'avais ma place en Anna. Elle a dit des choses, papa. Le visage d'Henri s'assombrit. Isabelle Beaumont. Elle était la négociatrice senior de la firme avec laquelle nous étions en partenariat pour l'acquisition Eteor. Était étant le mot opératoire. Je viens de la faire virer. La tête d'Amara se releva brusquement. Quoi? Pourquoi? À cause de moi? À cause d'elle, dit Henri, sa voix durcissant. Mon équipe au FBO a reçu un rapport complet de l'équipage du vol avant même que tu atterrisses. Ils m'ont envoyé les vidéos des autres passagers. Harcèlement, troubles publics, abus racistes. J'ai invoqué la clause de moralité dans notre contrat et retiré notre financement. Une ligne de crédit de 7 milliards d'euros. Parti. Son PDG l'a viré avant que tu ne montes dans ce tarmac. Amara était stupéfaite. Papa, c'est toute sa vie. Son entreprise. Les gens comme ça, Amara, dit Henri en s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle, ne comprennent pas les demandes polies. Ils ne comprennent pas la décence. Ils comprennent une chose, les conséquences. Il se pencha en avant. Tu es ma fille. Tu es une Dubois. Tu passeras toute ta vie à naviguer dans des pièces remplies d'Isabelle. Dames gens qui regarderont ta peau ou ton âge ou ton sexe et décideront que tu es inférieur. Ils essaieront de te déplacer à l'arrière de l'avion. Tu ne dois jamais, jamais les laisser faire. Tu ne les combats pas en descendant à leur niveau. Tu les combats en possédant l'avion. Il pointa par la fenêtre vers le terminal.
Elle est une conséquence. Une leçon. N'aie pas pitié d'elle. Elle a mérité tout ça toute seule. Amara regarda par la fenêtre. Le bus était parti. Isabelle n'était plus visible. La seule chose qui restait était le jet commercial abandonné, paraissant soudain vieux et fatigué. Les moteurs du Gulfstream montèrent en puissance avec un ronronnement profond et puissant. Le jet commença à bouger, roulant doucement vers la piste. Maintenant, dit Henri, sa bonne humeur revenant, oublie-la. On rentre à la maison, et tu peux me dire exactement ce que tu as pensé de ce texte de macroéconomie. Je te donne un devoir sur les pressions inflationnistes dans les économies d'après-guerre. Amara gémit, mais elle souriait. Sérieusement? Mortellement sérieux. Son père rit. Alors que le G700 s'alignait sur la piste, Amara regarda par la fenêtre une dernière fois. Elle pensa à Isabelle seule dans le terminal, sa vie en ruine. Elle sentit une petite piqûre aiguë, pas de pitié, mais de signification. Son père avait raison. Elle n'avait pas lancé un coup de poing. Elle n'avait même pas élevé la voix. Elle s'était juste assise dans son siège, avait refusé d'être déplacée, et avait laissé la vérité de qui elle était faire le reste. Les moteurs du jet rugirent. L'avion bondit en avant, la pressant contre le cuir moelleux. En quelques secondes, ils étaient en l'air, grimpant raidement dans le ciel, laissant Grenoble et Isabelle Beaumont loin derrière. 2 semaines plus tard, une femme qui ressemblait à une photographie fanée d'Isabelle Beaumont était assise dans un petit bureau sans fenêtre. Le panneau sur la porte en verre dépoli disait « Gestion de crise en relations publiques sur rendez-vous seulement ». Isabelle n'était pas une cliente. Elle était intérimaire. Son licenciement avait été instantané et brutal. Les vidéos avaient, comme prévu, fait le tour d'Internet. Elle était Karen première classe, un surnom qui avait détruit sa réputation professionnelle en moins de 48 heures. Son nom était toxique. Elle était inemployable. Son mari, Philippe, avait demandé le divorce, affirmant que leurs actifs étaient irrévocablement endommagés par ses méfaits publics. Le tribunal avait gelé ses comptes. La maison à Deauville, l'appartement à Courchevel, la BMW, tout était saisi par les créanciers. Le coup de fil désinvolte d'Henri Dubois n'avait pas juste tiré une prise. Il avait démoli tout le réseau électrique de sa vie. Elle vivait maintenant dans un studio dans un quartier moins désirable de Montreuil. Un appartement qu'elle ne pouvait se permettre qu'en vendant les derniers de ses sacs de créateurs contre de l'argent liquide. Son travail, obtenu par une agence d'intérim qui n'avait pas googlé son nom, était de répondre au téléphone pour 11 € de l'heure. Elle tapait un communiqué de presse pour un promeneur de chiens local quand son patron, un homme moitié de son âge en chemise tachée, jeta un journal sur son bureau. Et, Isabelle, dit-il, c'est pas l'entreprise pour laquelle tu travaillais. En première page de la section business du Figaro se trouvait une grande photo. Henri Dubois souriant, serrant la main de David Ledru. Le titre disait « Dubois Holding acquiert et Théor dans une affaire historique. Annonce une nouvelle initiative d'énergie verte ». L'article détaillait l'acquisition multimilliardaire. Il parlait d'une nouvelle ère d'innovation. Et puis il y avait un plus petit sous-titre « Nouvelle initiative présidée par Amara Dubois ». Le souffle d'Isabelle se coupa. Elle lut les lignes ci-dessous. Henri Dubois, dans un geste qui a surpris les marchés, a nommé sa fille, Amara Dubois, à la présidence de la nouvelle fondation. Mademoiselle Dubois, 17 ans, est actuellement étudiante en première année à Sciences Po, mais supervise en privé de nombreuses entreprises philanthropiques de la holding. Elle est l'avenir, a déclaré Monsieur Dubois. Elle est plus intelligente, plus compatissante et plus résiliente que moi. Le monde a essayé de lui dire où elle pouvait s'asseoir, alors je lui ai donné toute l'entreprise à diriger à la place. Isabelle relut la citation. Le monde a essayé de lui dire où elle pouvait s'asseoir. Il parlait d'elle. Elle était une note de bas de page dans l'histoire d'origine d'Amara Dubois. Une maladie froide et amère remplit son estomac. Elle avait vu une fille en sweat à capuche et supposé qu'elle ne valait rien. Elle avait essayé de la faire expulser d'un avion. Maintenant, cette même fille était en première page du Figaro, présidant un conseil multimilliardaire, tandis qu'elle, Isabelle, décidait quelle police utiliser pour un coupon de ramassage de crottes. Son ordinateur émit un ping. Un email. C'était de l'agence d'intérim. Chère Isabelle, il a été porté à notre attention que vous n'avez pas divulgué certains événements publics sur votre candidature. Nous mettons fin à votre affectation. Avec effet immédiat. Elle était virée à nouveau. Isabelle fixa l'écran, puis le journal. Le visage souriant d'Amara Dubois la regardait. Un témoignage calme et puissant d'une leçon apprise trop tard. Isabelle avait construit sa vie sur un échafaudage fragile de privilèges, d'arrogance et de préjugés. Avec une poussée contre la mauvaise personne, elle avait fait s'écrouler toute la structure sur elle-même. Elle se leva, rassembla son sac en plastique bon marché et sortit du bureau. Elle ne savait pas où elle allait. Alors qu'elle sortait dans la rue, un bus de ville siffla et s'arrêta devant elle. Elle le regarda, puis les taxis qui filaient.
Des taxis qui ne s'arrêteraient plus pour elle. Avec un profond soupir tremblant, Isabelle Beaumont monta dans le bus, paya son tarif en pièces, et pour la première fois de sa vie, elle a trouvé un siège à l'arrière. Les lumières fluorescentes de la Banque alimentaire Secours Populaire bourdonnaient. Un son qui perçait directement dans le crâne d'Isabelle. Cela faisait 3 semaines depuis l'incident. 3 semaines depuis que sa vie avait été démontée, pièce par pièce, comme une maison saisie. La première semaine fut le déni. La deuxième, des tentatives frénétiques et infructueuses d'appeler à l'aide d'anciennes faveurs. Elle apprit rapidement que dans son monde, virer était synonyme de contagieuse. Cette troisième semaine était l'acceptation. Et c'était un enfer froid, gris et nauséeux. Elle se tenait dans la file. Son dernier chemisier en soie propre rentré dans un genre qu'elle avait acheté dans une friperie. Le chemisier, autrefois une pièce de déclaration à 550 €, la faisait juste ressembler à un fantôme confus et déplacé. Les autres personnes dans la file, les vraiment pauvres, la regardaient avec un mélange de curiosité et de mépris. Elle était une touriste dans leur souffrance. Et ils le savaient. Suivante, gazouilla une bénévole. Une fille d'université joyeuse. Isabelle se traîna en avant, les yeux fixés sur le sol. Pièce d'identité ? Demanda la fille. Isabelle tressaillit, tendant son permis de conduire. Celui qui mentionnait encore son adresse à Deauville, une humiliation fraîche. D'accord. Isabelle B, dit la fille en massacrant son nom de famille. Un sac de produits non périssables, un produit laitier. Maïs en conserve ou haricots verts. Isabelle ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était fermée. C'était la femme qui, il y a un mois, avait renvoyé une bouteille de vin à 280 € parce qu'elle était impertinent. Madame, maïs ou haricots verts? On a une file. Haricots verts, murmura Isabelle. Elle prit le lourd sac en plastique, les conserves cliquetant à l'intérieur. Le poids semblait être une ancre, la tirant vers le bas dans cette nouvelle réalité suffocante. Elle s'enfuit du sous-sol de l'église, avalant l'air enfumé de Montreuil. Elle n'avait nulle part où être, mais elle marchait rapidement comme si elle pouvait distancer sa propre ombre. Son seul lien avec le monde qu'elle avait perdu était la bibliothèque publique. Il y faisait chaud, et Internet était gratuit. Elle y passait ses journées, assise devant un ordinateur beige, son clavier collant, et postulait à des emplois. Responsable de compte, cadre commercial, assistante administrative. Elle ne recevait jamais de réponse. Son nom était une lettre écarlate numérique. Aujourd'hui, cependant, elle ne cherchait pas de travail. Elle cherchait. Elle tapa Amara Dubois dans la barre de recherche. L'écran se remplit de lumière. Amara était partout. Amara à l'inauguration d'un nouveau centre STM dans le 93. Amara dans une section intitulée Les nouveaux philanthropes. Amara dans un panel avec des députés discutant de l'énergie verte. Isabelle fixait, son cœur un nœud froid et dur d'envie. Elle regardait la fille sur les photos, posée, souriante, habillée de vêtements élégants et simples, et elle pouvait encore voir l'adolescente en sweat à capuche. La fille qu'elle avait essayé de bannir. Un nouvel article apparu, publié ce matin même par BFM Télévision. C'était une interview avec la nouvelle présidente de la Fondation Dubois. Isabelle cliqua. C'était une vidéo. Amara assise dans un bureau moderne et lumineux, parlant non pas avec un script, mais avec une confiance calme et troublante. L'objectif n'est pas seulement de donner de l'argent, disait Amara, c'est de trouver les gens qui ont été systématiquement négligés, les gens qui ont le talent mais qui manquent d'opportunités, et de leur donner une place. Nous croyons que le talent est partout, mais l'accès ne l'est pas. Notre première initiative est de changer cela. Isabelle sentit le sang quitter son visage. Les gens qui ont été négligés, leur donner une place. Les mots étaient un écho direct et brutal de l'avion. C'était un message, un tour de victoire. Une nouvelle idée désespérée et délirant jaillit dans l'esprit d'Isabelle. Elle est compatissante. Elle parle de deuxième chance. Elle parle de moi. C'était la logique tordue d'une vraie narcissique. Amara ne célébrait pas son nouveau rôle. Elle faisait signe à Isabelle. Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle trouva la page contact de la Fondation Dubois. Une simple adresse email d'info Fondation Dubois. Frêle commença à ter peur. Chère mademoiselle Dubois, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais j'étais sur le vol 212 avec vous. Je m'appelle Isabelle Beaumont. Je vous écris pour offrir mes excuses les plus profondes, sincères et du fond du cœur pour mon comportement sur ce vol. Je n'étais pas moi-même. J'étais sous une pression professionnelle immense et écrasante. Et ma peur de voler, combinée aux médicaments que je prenais, a causé un moment d'égarement profondément regrettable de mon caractère. Ce n'était pas la vraie moi. Je vois le merveilleux travail que vous faites. Vos mots sur les deuxièmes chances et les personnes négligées m'ont profondément touché. Moi aussi, je suis maintenant l'une de ces personnes. À cause de cette terrible journée, j'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, ma famille. Je suis de toutes les façons ruiné. Je ne demande pas l'aumône.
Je demande ce dont vous avez si éloquemment parlé, une deuxième chance. Une opportunité. Je suis une cadre hautement qualifiée. Je pourrais être un atout pour votre nouvelle fondation. Ou si vous pouviez juste parler à votre père. Lui dire que j'ai appris ma leçon 1000 fois. Lui demander d'arrêter ça. Sa vendetta. C'est un homme d'affaires. Il doit comprendre la pression. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous pourrez trouver dans votre cœur de m'aider. Je suis désespérée. Sincèrement, Isabelle Beaumontel appuya sur envoyer, sa main tremblant. Elle ressentit un profond sentiment de soulagement. Elle l'avait fait. Elle s'était humiliée. La fille, cette fille compatissante, la lirait. Elle comprendrait. Elle arrangerait ça. Isabelle se rassit, fixant sa boîte de réception. Elle appuya sur actualiser. Rien. Elle appuya à nouveau. Rien. De l'autre côté de la scène. Dans un bureau qui surplombait la scène, Amara Dubois surlignait un chapitre dense sur la politique urbaine. Monsieur Leroux, qui agissait maintenant comme son chef de cabinet pour la fondation, entra sans frapper, tenant une tablette. Mademoiselle, vous devez voir ceci, dit-il. Sa voix était plate, mais ses yeux étaient durs. Qu'est-ce que c'est, Leroux? Une correspondance. Elle est arrivée via la boîte info générale, mais je l'ai signalée. Il lui tendit la tablette. Amara lut l'email. Son expression ne changea pas. Elle le lut une fois, absorbant chaque excuse autocentrée, chaque supplication pathétique, chaque tournure de phrase manipulatrice. Égarement de caractère, médicaments, vendetta, aidez-moi, elle termina. Et pendant un long moment, elle regarda juste le texte. Elle se souvint du visage de la femme, déformé par la rage, crachant le mot racaille. Elle se souvint du doigt pointé et tranchant. Elle se souvint de l'arrogance pure et suffocante. Quelle menteuse, dit Amara, sa voix calme. Leroux hocha la tête. Elle blâme les médicaments. Elle blâme la pression. Elle ne s'excuse pas d'être raciste. Elle est juste désolée d'avoir été prise par la seule personne qui pouvait la faire payer pour ça. Elle pense que je suis stupide, dit Amara. Elle pense que parce que je suis jeune, je suis stupide. Elle le fait encore. Elle me sous-estime encore. Elle rendit la tablette à Leroux. Quel est notre protocole pour ça? Demanda Amara. Pour ça, on peut répondre un poli non merci. Ou on peut l'ignorer. Ou je peux la bloquer avec un pare-feu. Tout futur email d'elle ou de toute adresse IP qu'elle utilise sera vaporisé avant d'atteindre notre serveur. Amara regarda par la fenêtre. Elle pensa à la banque alimentaire. Elle pensa au refuge pour sans-abri. Elle pensa aux milliers de vraies personnes qui avaient besoin d'une deuxième chance. Dames gens qui n'étaient pas les architectes de leur propre chute. Puis elle regarda Leroux, sa décision prise. Bloquez-la avec un pare-feu, Leroux. Mettez l'adresse email sur liste noire ainsi que tout nom qui lui est associé. Nous avons du vrai travail à faire. Cette femme n'existe pas. Oui, mademoiselle. Leroux tapota l'écran. Une petite icône cligna. Et comme ça, Isabelle Beaumont fut pour la deuxième et dernière fois effacée. Dans la bibliothèque publique de Montreuil. Isabelle appuya sur actualiser à nouveau. L'écran cligna. Vous n'avez aucun nouveau message. Elle le fixa, son espoir se transformant en confusion, puis en une peur froide et familière. Elle resterait assise là pendant 2 heures de plus. La réponse ne viendrait jamais. Elle avait passé 2 heures à essayer d'éjecter une fille d'un siège auquel elle appartenait. Maintenant, elle passerait le reste de sa vie dans un monde qui l'avait, d'un simple clic, éjecté de manière permanente. C'était une histoire sur le prix élevé de la haine. Isabelle Beaumont n'a pas juste perdu un argument. Elle a perdu son monde entier, tout ça parce qu'elle a jugé une personne sur la couleur de sa peau et les vêtements qu'elle portait, sans jamais réaliser qu'elle insultait la seule personne qui tenait son avenir entre ses mains. C'est un rappel brutal que le karma n'est pas juste une force mystique. Parfois, c'est un Gulfstream G700 pendant que vous êtes bloqué sur le tarmac.